Bonsoir, Donc bonsoir. bonsoir tout le monde. Est-ce que du coup, on a dit que c'était un live sur le sommeil. Est-ce que du coup, tu peux te Ouais. présenter et expliquer pourquoi est-ce que ce soir je t'ai choisi pour intervenir? Oui, bah tu, tu peux aussi le dire. Donc bonsoir, moi c'est Alice. Je suis biologiste de formation, on va dire, et donc surtout maman, parce que je pense qu'il y a très très peu de gens qui sont intéressés au sommeil du bébé qui n'en ont pas eu. C'est en général, euh, il faut au moins être entouré de bébés, et comme pour beaucoup, il faut avoir un bébé qui ne dort pas. Parce que si notre bébé dort 12 heures par nuit, bah on s'en fout en fait que les bébés des autres dorment pas bien, ou en tout cas c'est pas le premier sujet. Donc, j'ai une petite fille, hein, j'essaie de me replacer, de 2 ans maintenant, euh, qui a eu certains problèmes de sommeil. Et moi, au tout début, comme je pense beaucoup de mamans, je m'étais jamais posé la question. De toute façon, j'étais pas très bébé avant, donc je pensais à rien. Je pensais surtout, comme on disait, c'est que les 3 premiers mois sont difficiles et qu'une fois qu'on atteint les 3 mois, ils commencent à faire leur nuit. Mm. Donc déjà, pour leur nuit, on se dit c'est bon, ça veut dire 8 heures par nuit au moins. Et à partir de 3 mois, et après, c'est bon, on est lancé et il y a d'autres problèmes. Mais en tout cas, le sommeil, c'est réglé. Et comme moi, j'ai eu de la chance, donc bébé licorne, il commence à dormir 11 heures par nuit après 2 semaines. Donc ça y est, pour moi, j'avais mon macaron super, super maman, super bébé, tout va bien. Et à 3 mois et demi, ben patatras. Il commence à se réveiller tous les jours à 5 heures du matin, impossible de le rendormir. Et puis les siestes sont aussi. Moi, je pensais qu'elle s'endormirait si elle était fatiguée. Mm. Un peu une fausse croyance aussi. Donc c'est là où je me suis dit ça va pas du tout. Mais je fais même pas le lien avec faisons des recherches. En tant que maman, on est tellement démunis, on se dit on n'y connaît rien et je j'ai même pas cherché à comprendre par moi-même. Je me dis tout de suite je vais voir si quelqu'un peut m'aider. Mm. Et pareil, comme j'y connaissais pas, je tape consultante en sommeil, limite je prends la première qui sort, hein. Et donc, c'est quelqu'un qui est très connu, qui passe à la télé, tout ça. Moi, ça m'a tout de suite rassurée, vu que je connaissais pas du tout ce domaine. Alors, bon, je vais pas la citer, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Donc, par contre, tout de suite, je pense qu'elle est très douée pour sentir s'il y a des problèmes dans le couple qui peuvent influencer le sommeil des bébés. Par contre, sa méthode, il n'y a pas vraiment de fondement scientifique. C'est pas la pire, mais voilà, c'est basé on rentre, on ressort, on tourne 3 fois, enfin c'est des trucs et pour n'importe quel problème. Et alors moi au tout début, c'est comme beaucoup de gens, à un moment où il y a une autorité, Mm. j'ai pas remis en question, j'ai appliqué et c'est après que j'ai vu déjà ça marchait pas vraiment, puis du coup il y avait du laisser pleurer Ah et oui. c'est là où j'ai fait tilt. Donc un peu tard, hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça m'aide aussi à comprendre les parents qui essayent des méthodes. C'est même pas par désespoir. Déjà, c'est pas, on sait pas. Si quelqu'un nous dit, si un pédiatre nous dit de laisser pleurer, de faire le 10, 15, 20, non, c'est le 5, 10, 15 en plus, Mm. bah, finalement, on essaye. Et c'est après qu'on doute. C'est après qu'on a peut-être assez d'assurance pour dire, il y a quand même un truc, puis j'aime pas laisser pleurer mon bébé. Mm. Mais donc, c'est là où je me suis dit, quand même, tu es une scientifique, le sommeil c'est une fonction biologique, ça m'étonnerait pas que tu arrives à trouver des informations. Et je me suis mis à chercher, toujours dans l'idée d'avoir une solution miracle, mais grâce à la science. Mm. J'étais aussi toujours dans cette optique, mon bébé il va dormir 10-12 heures. Et donc je commence à faire des recherches et au final ça marche parce que les premières informations c'est ça résout assez bien. Le fait de se réveiller très tôt c'est typiquement un problème de rythme. Donc là la science ça a conforté dans mon idée. Et puis après, ça commence à m'intéresser le sujet, donc je fais encore plus de recherches. Et c'est là où, limite, ça me fait changer complètement de paradigme, ce qui n'est pas quelque chose que je voulais, hein. Pour moi, la science, je m'en sers aussi pour me prouver que j'ai raison et pour Oui. avoir des arguments pour dire aux autres que j'ai raison. Et là, au début, ça aussi me donnait raison parce que ça résolvait mes problèmes. Puis avec mes amis, je pouvais aussi leur apporter des conseils. Et au fur et à mesure, bah, finalement, j'ai dû admettre que j'étais tellement influencée par ma culture occidentale, la culture française aussi, qui est liée aussi au fait qu'on est dans les femmes qui travaillent le plus et qui retournent le plus tôt
travailler. Ah oui, Donc, ça. faut bien que nos bébés dorment, finalement. Et c'est un moindre mal, entre guillemets, on ne peut pas tout avoir. Donc, c'est quelque chose qui est très admis en France, qu'on ne peut pas nécessairement allaiter longtemps, qu'on ne peut pas être collé à son bébé parce qu'il faut aller travailler. Et moi, comme en tant que féministe assez affirmée, j'étais là, bah ouais, c'est bon, enfin, on peut pas, on n'a pas à tout sacrifier, c'est aussi normal. Mais là, la science, elle me dit pas, c'est pas qu'elle dit c'est bien ou pas, c'est par contre, elle dit ce qui est normal, ce qui est attendu d'un bébé. Et c'est là où ben, j'ai complètement changé de paradigme. Je me suis dit aussi, c'est qu'on vit beaucoup dans le faux, dans les fausses idées. Et Mm. c'est ça qui crée aussi beaucoup de problèmes. Donc c'est là où j'ai eu l'idée d'essayer de combiner le fait que la science a beaucoup de réponses et de solutions, mais que ça va aussi changer l'idée qu'on a du sommeil des bébés et les attentes. Si on a des attentes irréalistes, on pense qu'on a un problème alors qu'on n'en a pas. Donc c'est ça que j'ai essayé de combiner. Et donc je pense que c'est aussi pour ça du coup que tu m'as contacté Oui. par cette approche qui est très scientifique. Et finalement, la science, donc il y a les sciences dures du sommeil, et après il y a tout ce qui est les sciences cognitives, affectives. Donc, moi, c'était un domaine qui m'intéressait, moi, c'est tout ce qui est attachement, je trouvais ça un peu gnangnan, mais finalement, j'y suis arrivée parce que la science, le développement du cerveau des bébés a besoin de tout ce maternage Mm, pour se développer. mm, mm. Et du coup, voilà, je suis finalement revenue à, il faut toujours répondre aux besoins du bébé, pas parce qu'on est des femmes et que c'est un instinct, c'est aussi parce que la science, elle veut qu'on réponde pour faire de nous des humains avec un cerveau très développé. Mm. On peut en douter en ce moment, hein, mais on est une espèce en théorie qui a un cerveau exceptionnel, et ce cerveau exceptionnel, il a pu arriver à ce stade-là parce que, en tant que bébé, on est en théorie, on ne doit pas s'occuper de nos besoins, on ne doit pas être résilient tout de suite. Tous nos besoins doivent être satisfaits pour pouvoir évoluer. Et ça se traduit par des réveils, par des pleurs, par beaucoup de choses dont on peut discuter. D'accord. Et du coup, Donc voilà, je ne sais pas si la présentation, voilà, bah c'est... si, c'est très bien parce que du coup, tu as expliqué d'où tu es parti et où est-ce que tu es arrivé. Enfin, pas tout à fait. Voilà. Du coup, quelles ont été les plus grosses conclusions de tes recherches? Et, et du coup, comment dire, l'approche que tu as, toi, du coup, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, 5 points fondamentaux qui sont importants à savoir en tant que jeune Mhm. parent pour amener l'enfant à l'endormissement? Alors bon, 5, je ne sais pas si je vais arriver à 5 ou plus ou moins, mais donc la base déjà, c'est que le sommeil, c'est pas une compétence. Quand on dit apprendre à s'endormir, Mm. on n'apprend pas à digérer, par Oui. exemple. Et le sommeil et l'endormissement, c'est une fonction biologique. Et donc, ça obéit à plusieurs facteurs qui fait que donc c'est une heure, il y a une heure biologique pour s'endormir. Mm. C'est le corps qui se met dans un métabolisme différent. Ça, on le sait, on tous ralentit. Donc, c'est bien le corps qui joue. Et après, il y a aussi le cerveau qui se met dans un mode aussi où il doit intégrer tous les apprentissages de la journée, réparer tout ça. Donc, il faut que la journée ait été satisfaisante en tant que besoin. En D'accord. fait, que tous les besoins étaient satisfaits pour que le cerveau aussi accepte d'avoir une période de 6 à 8 heures sans stimulation, sans contact, sans réassurance affective. Mm. Donc tout ça, c'est finalement, pour moi, c'est les deux piliers à comprendre. C'est qu'il y a tout un système biologique. Et donc, on ne peut pas aller vraiment contre la biologie d'un bébé ou d'un être humain. C'est-à-dire qu'il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs, des gens qui se lèvent tôt ou qui se couchent tard. Ça, c'est la biologie. Donc, c'est quelque chose à comprendre et il faut observer son bébé pour comprendre un peu son rythme. On peut essayer d'imposer son rythme à soi. On est une espèce qui s'adapte. Mais quand ils sont très petits, c'est là où on peut avoir après, du coup, des problèmes de réveil, des endormissements qui durent et tout ça. Et après, il y a aussi le fait d'essayer de comprendre que si un bébé se réveille et pleure, c'est qu'il y a un besoin. Mm. Les pleurs, c'est le seul moyen d'expression qu'il a. Il ne pleure pas pour rien. Il y a vraiment un besoin et il va falloir décrypter parce que le seul moyen d'arrêter ses pleurs de manière satisfaisante, c'est de combler ce besoin. Et après, du coup, le moyen de limiter les réveils nocturnes, c'est d'anticiper ses besoins, de faire en sorte essaie le plus possible de les satisfaire en journée
Et là, du coup, on va pouvoir avoir moi, je dis dans mon programme ce que je peux essayer ce que je vois en fait, c'est le meilleur sommeil biologique Mm. du bébé. Je ne peux pas offrir mieux, c'est-à-dire que si c'est un bébé qui de toute façon a besoin euh, d'un contact, on va dire toutes les 6 heures, pour l'instant c'est le maximum qu'il peut, avec ma méthode, on va pouvoir arriver à ces 6 heures, mais suivant les tempéraments, moi je ne peux pas promettre quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du bébé en fait. Oui, parce que tous Donc les toutes bébés. les méthodes qui promettent 10 heures, Mm. je pense qu'elles peuvent arriver à 10 heures de sommeil sans appel, mais ce ne sera pas nécessairement ce qui est optimum pour le bébé. Donc après, y a beaucoup de choses à prendre en compte, bien sûr, parce que les parents qui sont très fatigués ou qui n'en peuvent plus, ils ne peuvent pas répondre aux besoins d'un bébé en journée. Donc c'est tout un système pour essayer d'équilibrer. On ne peut pas juste asséner des vérités sans prendre en compte tout l'intérêt de la famille. Mais je pense que c'est important de comprendre le point de départ pour admettre aussi ce qu'on peut faire. Et après, là où on veut bien pousser, être un peu pas en contradiction, mais on peut toujours faire quelques compromis Mhm. avec la science, mais on ne peut pas aller plus loin qu'un certain point. Parce qu'à la fin, ça ne marche pas de toute façon. Et donc, c'est pour là où toutes les méthodes que moi j'ai appliquées, hein, parce que franchement, enfin, à la consultante, elle est connue, tout le monde dit que ça marche. Moi, je l'ai fait. Et je l'ai pas fait longtemps, mais du coup, et ma fille, elle était pas traumatisée parce que c'était pas son tempérament, mais Mhm. elle a pleuré. Et moi, je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. Et puis bon, à la fin, comme elle s'endormait pas, de toute façon, elle voulait pas, ça marchait pas. J'ai insisté 2 semaines parce que je voulais les mêmes résultats que les gens qui écrivent. Mon fils se réveillait 7 fois par nuit, maintenant il dort 12 heures. Mhm. Et il y en a une vingtaine des témoignages comme ça. Donc je me suis dit, c'est pas possible, ça doit marcher. Mhm. Mhm. Et maintenant, je comprends je pense que ça n'aurait pas marché avec ma fille, de toute manière. Et en plus, maintenant que je comprends sur quoi c'est basé, je voulais pas que ça marche. Donc, tant mieux. D'accord. Et pour toi, quels sont les besoins? Qu'est-ce que tu entends par besoin de l'enfant pour qu'il puisse être satisfait et s'endormir sereinement le soir? Alors bon, au tout début, hein, les premiers mois, c'est pour ça qu'on a souvent des bébés qui s'endorment très facilement et qui dorment longtemps. Les premiers mois, les bébés n'ont même pas la conscience de s'endormir. Mhm. C'est ce qu'on appelle le quatrième trimestre, qui était, entre guillemets, au niveau évolution, censé être encore dans le ventre de sa mère. Donc, il n'a pas vraiment conscience, il est réveillé, il s'endort. Et c'est vraiment après ce qu'on appelle la régression des 4 mois, où là, souvent, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de réveils et qu'ils commencent à vouloir justement des informations ou qu'ils consultent. Et c'est là, justement, donc, ils commencent à avoir des besoins et à les exprimer. Mhm. Au tout début, c'est les besoins de base. C'est beaucoup les problèmes physiques ou d'inconfort. J'ai la couche mouillée, j'ai faim, j'ai soif, j'ai de la lumière dans la figure ou en fait ça me gratte. Donc ça, finalement, c'est assez facile à résoudre avec une checklist, entre Mhm. guillemets. Avant 6 mois, après c'est statistique, hein, c'est une autre sorte de science, mais c'est vraiment il pourrait avoir des besoins émotionnels, mais en général, ce qui réveille avant, c'est un inconfort, et du coup, il voit son papa et sa maman, et il se rendort. Après 6 mois, c'est beaucoup des causes, donc soit des problèmes de rythme, Mhm. donc avec tout ce qui est la biologie du sommeil. Donc on va dire ça, c'est une observation hein, avec les consultants en sommeil avec qui j'ai discuté. On va dire c'est un tiers des problèmes de réveil et d'endormissement, donc c'est un problème de rythme. Et après, il y a des, des raisons émotionnelles. En fait, les bébés ont besoin d'un contact qu'on donne très peu dans la culture occidentale maintenant, sauf le cododo, qui commence à émerger en France, mais qui était vraiment crié. Même moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais encore cette idée, ça va, chacun sa chambre. Et du coup, voilà, non, mais j'étais vraiment 100% culture française. Et enfin, maintenant, je sais qu'elle pourrait être améliorée pour les bébés, mais je la trouvais très bien. Elle me convenait pour mon statut de femme, hein, cette culture. Donc, je comprends très bien qu'il y en ait beaucoup d'autres qui l'aient encore. Et donc, ah oui. Donc voilà, donc c'est des problèmes émotionnels, des besoins de contact, des peurs hein, un peu euh, qu'on exprime par des pleurs et qui sont très difficiles après à identifier parce que ça fait partie du développement. Et donc c'est beaucoup ça où il faut répondre
Parce qu'un bébé qui pleure parce qu'il a peur ou parce qu'il a besoin d'un contact, c'est le cerveau qui demande un contact pour s'assurer, il va pas s'arrêter, hein, Mm. juste parce que personne ne vient. Là, c'est vraiment dans son intérêt à soi de répondre tout de suite aux besoins. Et une fois qu'on l'a identifié, donc ça, par contre, j'essaie de donner toujours des conseils pour identifier les besoins qui ont pu être exprimés. Et après, à partir de là, on peut agir en journée pour limiter ses besoins la nuit. Il y a toujours moyen de limiter les besoins la nuit. Après, suivant les tempéraments des bébés, c'est pas toujours possible. On peut pas comparer. Il y a des bébés qui vont arriver à dormir 8 à 10 heures parce que on leur a bien donné tout ce dont ils avaient besoin dans la journée, Mm. aussi en stimulation sensorielle. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais il y a, on va dire 5 à 10% des bébés qui ont des besoins intenses. C'est ce qu'on appelle les babys, les bébés aux besoins intenses. Et eux, par contre, c'est quasiment impossible. Vu la quantité en fait, le volume de besoins qu'ils ont de contact et de régulation sensorielle, on ne peut pas caser tout ça dans les 14 heures ou les 16 heures de la journée. Donc, ils vont se réveiller la nuit parce qu'ils vont avoir besoin. Le cerveau, il est en ébullition et il a besoin en général, c'est la mère qui choisit au tout début, surtout la première année. Et ça va être très intense et ça va être maintenant où j'ai besoin c'est beaucoup l'allaitement en général aussi Mm. parce qu'ils ont un grand besoin de. Le sein, ça regroupe beaucoup de stimulation sensorielle. C'est tout ce qu'il faut en fait pour un bébé. Donc ces bébés-là, ça donne des réveils fréquents. Ils sont très demandeurs et c'est souvent ces parents-là qui sont épuisés, qui comprennent pas ce qui se passe et qui me contactent. Mm. Et c'est là où j'ai toujours un peu de difficulté à leur faire comprendre, en tout cas à décevoir un peu leurs attentes en leur disant que je peux pas faire en sorte que le bébé se réveille euh, 0 ou une fois en 10-12 heures. Il faut quand même répondre à ses besoins, mais ça les déculpabilise beaucoup de savoir que c'est le tempérament de leur bébé et qu'ils ont le droit surtout de répondre. Mm. S'il y a tout ce truc où toujours les grands-parents, ah, mais laisse-le Ouais. pleurer, ça va pas le tuer. Enfin, c'est tous ces hyperboles. Euh, ça culpabilise les parents. On a le droit de vouloir répondre à son bébé. Et même des fois, il y aurait moyen d'améliorer. Mais si les parents sont contents, si ça leur va de répondre aux besoins des bébés la nuit parce qu'ils se sentent utiles, parce que la journée ils travaillent et Mm. du coup ça leur permet de s'attacher, on n'a pas besoin de toujours optimiser et d'avoir le sommeil parfait. Les bébés peuvent avoir un sommeil régénérateur en se réveillant plusieurs fois par nuit. Et ça peut continuer. Si ça convient à tout le monde, on n'a pas besoin de toujours avoir la norme. Mm. Enfin, ce qu'on a défini comme norme et qui n'en est pas une, en fait. D'accord. Et du coup, tu as parlé des réveils nocturnes et il y avait aussi le sujet des terreurs nocturnes. Ah oui, c'est une question, ça, Oui, oui, que tu exactement. as eu. Alors, les terreurs nocturnes, c'est assez impressionnant, hein. Les parents qui connaissent, je pense que la première fois qu'ils ont été confrontés, ça laisse des traces. C'est des cris très intenses. Donc, on dit terreur nocturne, hein, pas peur ou autre chose. C'est vraiment, ça vient du fond des entrailles. Et donc, on entend son bébé hurler comme si, moi, dans ma tête, j'imaginais quelqu'un avec un couteau, Mm. euh, voilà, sur son berceau. Et quand on intervient, en fait, on a l'impression que les cris ne cessent pas, parce que même si le bébé peut avoir les yeux ouverts, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est là, parce qu'effectivement, c'est une sorte de somnambulisme. On n'en connaît pas nécessairement la cause, c'est assez mal expliqué. Et c'est mal étudié parce qu'encore une fois, même si des fois la science s'intéresse au bébé, qui c'est qui veut dépenser de l'argent pour savoir pourquoi un bébé crie Mm. de temps en temps. C'est pour ça que des fois c'est dur de savoir, hein, si personne s'y intéresse, enfin, et a les capacités de faire une étude dessus. Donc on ne sait pas vraiment quelles sont les causes. On ne sait pas non plus combien de bébés sont atteints. En général, ça tourne autour de 40%. Mm. Donc c'est pas si rare que ça. Donc voilà, c'est du somnambulisme avec des cris très très forts et qui du coup en fait ne peuvent pas être apaisés par notre présence puisque le bébé n'est pas conscient qu'on est là et surtout il n'est pas conscient de crier. Nous on interprète ça comme une terreur parce que les cris sont vraiment typiques d'un sentiment d'effroi. Mais si le bébé se réveille, il comprend pas pourquoi il est dans nos bras, il comprend pas pourquoi nous on a peur parce qu'il n'y a aucun souvenir. Mm. En théorie, c'est censé arriver à partir de 18 mois.
Ça, c'est la théorie. Moi, je sais que ça peut pas être vrai parce que ma fille en a eu vers 8 mois. D'accord. Et quand on voit, c'est quasiment impossible de confondre avec un cauchemar ou autre. Donc, comme j'ai dit, c'est des cris très stridents. Ça glace le sang, hein, en tant que parent. Les bébés ne s'arrêtent pas du tout quand on arrive, quand on intervient. Si on les réveille, d'un seul coup, ils ont l'air de ne pas savoir où ils sont. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça qu'on peut vraiment savoir que c'est une terreur nocturne. Et surtout, en tout cas pour l'instant, ça n'a jamais été observé en deuxième partie de nuit. C'est vraiment dans la première partie de la nuit. D'accord. Et les cauchemars, c'est dans la deuxième. Donc ça, c'est lié à la structure du sommeil. On n'a pas toujours le même cycle. Euh, En tout début de nuit, il y a une hiérarchie. Si on peut dormir que 4 heures, alors le cerveau va tout donner pour réparer le corps. Donc c'est un sommeil très 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 profond. C'est pour ça qu'on dit que c'est les cycles qui comptent double. Ça ne veut rien dire en vrai compter double, mais c'est pour régénérer le corps. C'est vraiment les 2 premiers cycles de la nuit. Donc c'est un sommeil très très profond et c'est là où le cerveau, s'il y a une prédisposition, euh, peut donner des terreurs nocturnes et c'est amplifié s'il y a une petite dette de sommeil. D'accord. Donc si un manque de sommeil, je vais pas dire dette de sommeil parce que c'est vraiment en fait c'est très rare la vraie dette de sommeil, mais si le bébé est très fatigué depuis plusieurs jours, alors il va y avoir une tendance à avoir plus de terreur nocturne presque tous les soirs par exemple. D'accord. Et ça se poursuit pour certains, ça peut donner donc après des gens qui ont des problèmes de somnambulisme, qui parlent la nuit, qui crient. Pour la plupart des bébés, ça va s'arrêter vers 3 ans, quand justement le cerveau va commencer à être de plus en plus développé, hein. D'accord. Moi, là, par exemple, ça s'est arrêté je dirais, il y a 4 mois. Et ça dure, alors ça peut durer, en théorie, ça peut durer jusqu'à 20 minutes. Et on peut rien faire. Voilà, Ah c'est ça la ouais, conclusion. Si c'est trop souvent, on peut penser qu'il y a un manque de sommeil, donc on y va. Sinon, c'est dur parce qu'en plus, intervenir n'aide pas. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui aide. On n'a pas, peut-être, chaque parent peut trouver, en expérimentant, peut-être, si on masse bébé avant, il sera peut-être plus détendu. Mais tout ça, c'est plus du bidouillage au niveau scientifique. Donc moi, ce que je recommande en général, c'est euh, quelque chose qui a été un peu prouvé. On n'a rien. Après, en discutant avec des mamans, si on vous donne des conseils et que vous les appliquez et que ça marche, moi, je le crois volontiers, hein. Mm. Mais sinon, par contre, c'est bénin. Il y a pas d'incidence. Le bébé, il va bien quand il se réveille et ça n'affecte pas nécessairement la qualité du sommeil. C'est un sommeil très très profond au moment où ils hurlent. Et par contre, effectivement, il faut essayer de ne pas les réveiller. D'accord. Et ça, c'est dur. On a l'impression qu'ils souffrent, hein. On a l'impression qu'ils sont terrorisés par quelque chose, mais c'est mieux de ne pas les réveiller. D'accord. C'est vraiment étrange que ils aient toujours pas réussi à trouver vraiment la cause et comment empêcher ça. C'est. Parce que comment on fait pour savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé Mm. si après ça s'arrête? Il peut pas parler. C'est pour ça que beaucoup de croyances, même par exemple les temps de sommeil. Moi, j'ai regardé quand en plus il y a eu une mise à jour. Je crois que c'est l'association pédiatrique du Canada, enfin une qui est très influente. Donc ils disent combien un bébé doit dormir. Et après, du coup, dans tous les posts Instagram, ça y était. Le nombre d'heures. Un bébé donc nouveau-né, ça va jusqu'à 20 heures. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai un bébé qui dort 20 heures, j'en aurais rêvé, mais c'était pas le cas. Par contre, c'est marqué en plus que c'est tiré des observations des parents. Et donc, finalement, nous, des fois, on a l'impression que les bébés dorment alors qu'ils sont juste très calmes. Ils se sont réveillés, personne ne l'a su. Il y a une petite variation. Donc, faut prendre ça quand même pour ce que c'est. C'est des observations plus ou moins mondiales. Il y a des pays à qui on ne demande jamais aux mamans Mm. combien les bébés dorment. Mm. Donc, ça, à mon avis, ça reste une norme très occidentale. Et voilà. Donc, pour les bébés, voilà, on s'y intéresse quand ça peut être lié à des pathologies. Donc voilà, tout ce qui est rythme circadien, tout ça, ça a été étudié parce que ça peut aider pour soigner des pathologies. Mais après tout le reste, des terreurs nocturnes, qui c'est qui va dépenser de l'argent pour ça? Mm. Je pense qu'on va attendre longtemps avant de savoir. Eh bien. Après, il y avait eu aussi la question de qu'on avait dit qu'on aborderait, c'était le fait de laisser le bébé pleurer. Pourquoi est-ce que ce serait pas forcément une bonne chose à faire? Alors, moi au début, j'ai toujours essayé de rester en retrait de ce débat déjà parce que je l'ai fait Mhm. et j'en suis pas fière du tout. Mais
du coup, après, en plus, on perd toute, pas crédibilité, mais légitimité pour juger. Oui. Et surtout, donc, moi, j'étais vraiment, je cherchais pas non plus à démontrer le contraire. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai trouvé au niveau scientifique, parce qu'il y a des études pour dire c'est très dangereux, votre bébé peut être traumatisé. Mhm. Alors ça, je trouve ça hyper culpabilisant. Et il y a une autre étude qui a dit mais non, il se passe rien. Les deux études, c'est pas le sujet. Et si, en plus, je pense que c'est des querelles de scientifiques, mais les deux, on peut les démonter facile. Une étude, en fait, même si on dit ça a été prouvé scientifiquement, il y a des études, c'est mal fait, comme il y a toujours plein de gens qui font mal leur travail partout. Donc les deux, elles valent rien. Mhm. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le cerveau, il est très immature quand on est né. Et la dernière partie qui se forme, c'est le cortex préfrontal, parce que c'est la dernière partie du cerveau aussi qui a été développée dans l'espèce humaine. Et c'est cette partie-là qui a fait de nous un être émotionnel, affectif, avec des liens. Parce que c'était un peu la dernière condition pour nous faire survivre. Le fait qu'on soit en groupe, qu'on s'aime les uns les autres. Et du coup, cette partie, elle est quasiment inexistante chez le bébé. Et c'est cette partie qui gère les émotions. Et du coup, si elle n'est pas présente, alors le bébé n'a pas géré son émotion. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est quand on pleure, quand le bébé pleure, nous ça va, on gère un peu. Ça se transporte très vite quand c'est de la détresse ou de la colère ou de la rage ou de l'impuissance parce que il veut quelque chose et il l'a pas. Ça peut vite se transformer en tempête émotionnelle. Et une fois, et les tempêtes émotionnelles, donc ça c'est le système limbique, c'est le petit noyau qu'on a au milieu du cerveau qui réfléchit pas. C'est tout de suite voilà, c'est les qui déclenchent des réactions biologiques tout de suite, le lancement de l'adrénaline, tout ça. Et en général, nous, quand on a ça, c'est lancé pareil, en même pas un dizaine de secondes, et après, tu as le cortex préfrontal qui fait, bon, j'analyse la situation, tout va bien, ou on va se calmer. Mais c'est un échange qui démarre tout de suite après. Je crois qu'il lui faut au moins 2 secondes au cortex préfrontal pour commencer à analyser, alors que le système limbique, il a tout lancé depuis ces 2 secondes-là. Donc nous, on fait tout ce travail à chaque fois en tant qu'adulte. Ça nous prend plus ou moins de temps, suivant tous les chemins neuronaux qu'on a construits en étant bébé et enfant. Et par contre, un bébé, il a eu très peur ou il se sent très seul. Il lance donc le système limbique et ça s'arrête là. Il n'y a aucun cortex préfrontal qui peut lui dire d'arrêter. Donc finalement, la technique du laisser pleurer, quand on dit que ça lui apprend ça, si le bébé était en détresse ou avec une émotion très forte, il n'a rien pu apprendre, il n'a pas le cerveau pour, ça c'est prouvé. On peut pas, ou alors la personne qui dit si, moi ça a marché, alors je conçois très bien que ça a marché, c'est-à-dire que le bébé n'a pu pleurer et que pendant les semaines qui ont suivi, il a pu pleurer. Par contre, il n'a absolument rien appris. Mmh. Ou alors il a appris du temps, c'est un réflexe physique de se taire, mais personne n'a un bébé exceptionnel d'une espèce différente de nous. Et tous les bébés humains n'ont pas de cortex préfrontal. Et moi, je trouve que cet argument, alors après, on peut toujours dire, oh, la science, hein, moi. Là, je peux plus convaincre, mais ça aide beaucoup les parents qui essayent de contrer un peu donc la pression d'entourage quand il y a la tante, la grand-mère qui fait, mais laisse-le pleurer, ça lui apprendra. Le fait que si on sait que non, ça ne peut pas marcher de la manière dont nous on veut que ça marche en tant que parents, ça a une telle force que ça les rassure beaucoup. Mmh. Ça n'apporte pas de solution, en tout cas pas cette partie-là, mais ça aide beaucoup à tenir le coup et à se dire qu'on a raison. Et à pas douter, parce qu'il y a des jours où on sera tellement fatigué qu'on se dit, mais est-ce que peut-être que... Mais ce sera pas très grave de laisser bébé pleurer si on est à côté et pas d'arriver tout de suite à le réconforter. Mais par contre, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est vraiment sans vouloir après juger sur le fait que ce soit néfaste sur tous les bébés. Euh, pour certains, on parle de traumatisme. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'études qui le prouvent. Mais par contre, moi, là, je suis vraiment catégorique, ça ne sert à rien du tout. Et après, là, c'est toi qui, d'ailleurs, justement, en avait parlé, donc peut-être que toi, tu veux en parler. Ça a quand même un effet qui est documenté et qui est néfaste pour certains bébés, parce que justement, ça part du système limbique. Tu veux en discuter du réflexe de Thanos ou pas? Parce que je pense Oui. que du coup, en plus, moi, je ne le connaissais pas sur ce nom-là. Ah oui?
Bah, c'est une étude Non, moi, j'avais scientifique pas. qui a été faite pour prouver à quel point la technique du 5-10-15 n'est en réalité pas bonne pour le bébé. C'est que du coup, l'enfant qui pleure, qui pleure, qui pleure, il a son corps qui s'emplit de cortisol, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, oui, Et oui. le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais aussi l'hormone de l'éveil. Donc, il pourra pas s'endormir puisqu'il est rempli de l'hormone de l'éveil. Voilà. Et il pleure, il pleure, il pleure, et il appelle à l'aide, il supplie, il fait la seule chose qu'il sait faire pour appeler à l'aide, et personne ne vient parce que on leur a dit, on a dit à ces parents-là que c'était la bonne méthode, mais eux ils sont pas informés, les pauvres. Mais ce qui risque de se passer au niveau du bébé, c'est du coup le réflexe de Thanos, qui est le fait de simuler la mort. Parce que le corps, le cerveau, il est tellement en panique, il a tellement un besoin à combler et on ne vient pas le combler, que le cerveau, il va, je sais pas comment le dire Un peu correctement, comme un il court-circuit, va tellement penser qu'il comme y a un un système danger qu'il sécuritaire. vaut mieux Voilà. faire comme si on n'existait pas, on n'est pas là, on fait pas de bruit et ça va s'apaiser. Voilà. Donc, c'est là où il s'arrête de pleurer immédiatement, en fait. Ça fait comme Et d'un coup, un arrêt des pleurs t'es vraiment endormi, brutal. nickel, ça fonctionne. Mais non, pas du tout en fait. Là, il est en détresse totale, mais dans une Ah, détresse la plus absolue. euh, Cette technique, il y a énormément de parents qui la font. Il y a des parents, des familles chez lesquelles j'ai parce travaillé. qu'en plus, il y en a qui continuent à dire que ça marche. Mais pas, Parce qu'ils disent, moi, ça a sauvé ça a sauvé mes nuits. l'enfant ne pleure pas. Il Et se tait, il est calme. voilà. Mais Donc, c'est finalement si on juge enfin, oui, voilà, la validité d'une méthode sur le résultat, est-ce qu'il pleure ou pas, est-ce que moi, en tant que parent, je dors? Alors, oui. Franchement, à long terme, c'est rare parce que enfin, le bébé va se développer, le cerveau se redéveloppe, donc il y a d'autres besoins aussi mm, qui interviennent. Donc sur le long terme, c'est rarement gagnant. Et puis si en plus on est informé, on a le droit de choisir. Après, là, moi aussi, je suis encore dans une phase où je préfère convaincre qu'essayer de dire, bah non, mais je t'expliquais, tu choisis là quelque chose qui n'est pas bon, même au niveau sociétal, du coup. Là, les gens, ils savent juste pas. Et puis, avec les querelles de scientifiques qu'on balance aussi, je trouve que tout de suite culpabiliser en disant, mais là, par contre, c'est le pire que tu peux faire. Non, il y a des risques, comme tu dis, il y a le réflexe de Thanos. Maintenant, sur le long terme, on, le cerveau a beaucoup de plasticité. On n'a pas gâché la vie de c'est son ça. bébé parce qu'on a fait la méthode 5, 10, 15 une fois ou deux fois. Donc ça, c'est important de le dire. Mm. Mais il y a d'autres moyens. Et puis, il y a d'autres moyens. C'est juste qu'ils sont peut-être pas ils sont moins spectaculaires, mais il y a toujours des moyens d'améliorer le sommeil et tout en vraiment, en plus, on comprend son bébé une fois qu'on essaie de combler son besoin et on a beaucoup plus de satisfaction à être intervenu, à voir le bébé qui, du coup, quand on repart, il est bien, il s'est endormi, plutôt que d'aller se coucher en disant, bon, ben, il a arrêté de pleurer parce qu'au bout de 45 minutes. Ça, c'est un sentiment. Là, par contre, c'est une étude qui avait été bien faite, qui a montré que les parents qui avaient fait la méthode 5, 10, 15 Mm. avaient un sentiment de culpabilité qui durait. Moi, je l'ai encore. Ah oui, Et après, un sentiment de culpabilité. Après, pour moi, bah tant pis, je vis avec, hein, c'est tant pis pour ma gueule. Mais finalement, ça influe après de nouveau la manière dont on interagit avec son enfant, parce qu'on se sent coupable. Et donc, c'est là où c'est aussi pas utile. Ça, je pense que ça peut après empêcher de faire d'autres choses. Peut-être que après je vais poser moins de règles parce que je me dis la pauvre, je l'ai laissé pleurer. C'est de ma faute peut-être là qu'elle fait une crise. Donc ça a quand même des petits inconvénients qu'il faut pas négliger. Encore une fois, sans dire que c'est quelque chose de gravissime, c'est pas contre-productif et c'est pas utile. d'accord. Et du coup, si on ne doit pas laisser le bébé pleurer, comment on fait pour qu'est-ce qu'on Ah doit bah faire? alors déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a une nuance. Il y a ne pas le laisser pleurer seul. Mhm. Les pleurs, c'est son moyen de s'exprimer. Et il y a aussi donc un peu une dérive de cette tendance, c'est que on ne veut pas qu'il pleure. Ne pleure pas, ne sois pas triste. Maman n'aime pas quand tu es triste. Et en fait, le message qu'on donne, c'est ben, il y a des émotions que je veux pas voir. Mhm. Moi, ça me fait mal en tant que maman que tu sois triste ou que tu sois en colère. Donc, on leur dit ne pleure pas. C'est pas donc c'est pas non plus ce dont il s'agit. Le principe, c'est d'accueillir l'émotion. Alors, quand il y a un besoin, quand ils sont tout petits,
on n'est pas là pour faire parler philosophie avec son bébé, hein, bien sûr. On regarde s'il y a des besoins tout de suite évidents, on le prend dans ses bras. Voilà. C'est en grandissant quand on voit que c'est peut-être de la colère parce qu'on ne veut pas lui donner la tétine. On pense qu'à ce moment-là, c'est pas utile. Donc c'est de la colère des bébés de tout de suite vers 10 mois, 12 mois, on le voit tout de suite en fait que c'est de la rage, de l'impuissance. Donc il a le droit. On lui refuse quelque chose qu'il veut. Ça c'est on doit déjà prendre sa responsabilité en tant que parent. Et l'important c'est déjà d'être là physiquement. Donc, comme j'ai parlé de ce cortex préfrontal qui n'est pas là, la nature, elle avait prévu un autre moyen quand même. Parce que si les bébés hurlaient tout le temps dans la nature, le moindre prédateur, Mhm. il arrive, on n'est plus là. Donc, ça s'appelle la co-régulation. C'est-à-dire que les bébés vont faire le chemin inverse pour se calmer. Au lieu de partir du cerveau pour arrêter tout ce qui se passe au niveau biologique, donc l'adrénaline, le cortisol, tout ça, il va faire le chemin inverse. Donc, il va se servir du corps qui est contre lui et il va prendre toutes les constantes vitales, donc la température du corps, qui n'est pas trop élevée, le fait de respirer lentement. Et tout ça, en fait, donc le cerveau va copier un peu ces constantes, ça va apaiser le corps et ça va revenir au cerveau. Et c'est comme ça que le cerveau, au fur et à mesure, va de plus en plus rapidement pouvoir arrêter toutes ces mauvaises euh, comment alors des fois le français il manque des mots donc voilà c'est tout ce métabolisme cette réaction biologique ça va s'arrêter de plus en plus vite et à la fin il n'aura même plus besoin de passer par ce système biologique, ce sera le cerveau tout seul, le cortex préfrontal qui aura compris, qui se sera développé, qui dira non c'est bon maintenant moi j'envoie le signal d'arrêter. Donc le cortisol tout ça on arrête de le produire et on l'absorbe et on va se calmer. Mais ça prend donc c'est par la répétition, c'est des milliers de fois. Mhm. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on a laissé pleurer son bébé quelques fois ou qu'on a craqué, parce qu'on est humain, l'incidence, on n'a pas foutu en l'air tout le travail de plasticité du cerveau. Et par contre, oui, il faut répéter tout le temps, tout le temps. On est là, on a le bébé avec nous, même quand il s'énerve, quand il nous repousse. En fait, il faut essayer de vraiment amplifier tout le calme. Donc déjà, faut faire un travail sur soi, Mhm. de sur nos émotions, c'est la première chose à faire. Et ça, c'est vraiment aussi documenté, c'est une transmission. On appelle ça l'outil de contagion. C'est que voilà, ça va passer par le corps. Bon, par contre, il faut être là. Si on est dans la pièce à côté, ça ne marchera pas. C'est vraiment un contact et ça peut être assez déplaisant parce que les premières fois, c'est pas comme si ça va marcher en quelques minutes. Mhm. On peut avoir un bébé qui hurle, toute sa colère, toute sa rage ou sa détresse parce que ça a été une émotion très forte pendant 20 minutes. Facile. Donc là, je comprends que les parents peuvent avoir l'impression que ça ne marche pas, mais avec la répétition, ça va être 20 minutes, puis 15, puis 10. Mais tout ça étalé sur plusieurs mois. Mhm. Donc mais c'est on va dire, la solution que la nature avait pour que les bébés gèrent leurs émotions, apprennent à gérer leurs émotions et puissent développer cette partie du cerveau de manière optimum, enfin dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de prendre le temps, de ne pas être complètement euh, bloqué par le cortisol, comme tu dis. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait aborder le sujet des phases de régression, les mois auxquels il va y avoir les régressions, comment ça se manifeste et est-ce qu'on peut réguler ces régressions ou est-ce qu'on doit juste accompagner? Alors, les régressions, il y en a tout le temps. La première année, on sort d'une pour rentrer dans l'autre. C'est assez terrible. C'est pas pareil pour tous les bébés, hein. Il y en a, c'est des petits frémissements où oh, il y a quelques réveils, puis il y en a, on comprend plus ce qui leur arrive. Donc, il y a des régressions qui sont dues, donc la régression de 4 mois, un changement de structure du cerveau. Il y a des régressions qui sont dues à on va dire, des grosses phases de développement, d'ailleurs euh, des timelines. Donc voilà, vraiment des dates, hein, des butoirs de développement. Donc il y a l'angoisse de séparation. Donc tous les bébés vont y passer et donc ça impacte le sommeil. Après, donc l'angoisse de séparation, c'est même par vague. Donc en général, la régression des 18 mois, ce qu'on appelle, c'est aussi lié à ça. Ensuite, il y a la régression due à certaines acquisitions moteurs. Donc le fait de se retourner, le fait de vouloir marcher, le fait de se mettre debout. Donc
Tout ça, ça s'additionne, hein. Donc à la fin, on les nomme la régression des 8 mois, des 8-10 mois, mais ça va dépendre du stade. Certains sont vraiment plus ou moins en même temps, Mhm. et si elles passent inaperçues, c'est parce que en général, le bébé a un tempérament assez facile à ce moment-là. Et après, il y a même, donc ça c'est un concept assez nouveau, c'est les semaines miracles. C'est des bons de développement euh, Mhm. du cerveau. Donc c'est tout bête, nous c'est pour ça que on le voit pas parce que ça casse pas trop pattes à un canard comme on dit. C'est par exemple, tiens, ça au début, c'est des petits sons. On le donne au bébé, il se passe rien. Et puis un jour, il va comprendre que c'est des triangles. Et ça, pour comprendre que c'est des triangles, ça a été le cerveau, il a tout donné. Et ben les 2 semaines avant de comprendre que c'est des triangles, ça peut être vraiment terrible au niveau sommeil. On comprend plein d'enfants qui changent de personnalité. Ils sont jamais contents. Ils veulent pas se coucher. Ils se réveillent 3 fois. Et puis d'un seul coup, ils font ah bah c'était du triangle. Prochain bond, il y en a un qui est jaune, il y en a un qui est orange. Donc ça, enfin c'est des petits trucs qu'on voit pas. Nous on voit juste la régression et ça a été identifié. Donc ils en ont identifié 10 sur les 20 premiers mois. Donc de toutes les régressions que j'ai déjà citées, il y a 10 semaines miracles. Après, on peut rajouter les dents, on peut rajouter. Donc c'est voilà. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre, c'est par contre c'est presque inévitable, plus ou moins d'intensité, et c'est passager. Donc en théorie, si une fois que le cerveau a compris que c'est des triangles jaunes, une fois qu'on a réussi à se lever, eh ben en théorie, au bout de quelques jours, ça revient à la normalité, enfin à ce qui était le sommeil avant. Donc, ce qu'il faut juste, effectivement, c'est accompagner. On ne peut pas ajuster le rythme ou le sommeil puisque ce n'est pas dû à un problème de rythme. Il y a pas, il y a un besoin de s'entraîner. Le cerveau a besoin de s'entraîner sur cette nouvelle acquisition. Donc, peut-être que ça peut aussi se traduire par un besoin plus grand de la présence des parents parce que ça prend des ressources de toujours réfléchir. Donc, on a besoin de soutien et de contact. C'est ça qu'on peut faire. Si on arrive à identifier la compétence en question, c'est facile quand ils essaient de se lever ou de s'asseoir. On peut les voir s'entraîner toute la nuit. Pendant 1 heure d'affilée la nuit, on peut les voir essayer de s'asseoir. Donc là, c'est identifié. Et du coup, en journée, on peut essayer d'offrir beaucoup plus d'opportunités de s'entraîner. Et en même temps, il faut toujours garder des plages où on offre du calme. Mhm. Une opportunité au cerveau de... Et donc, en général, ça peut être par exemple une balade où il va pouvoir regarder juste ce qui se passe. Regarder la nature, ça marche très bien. Si on peut, on les met devant une plante qui frétille. Si on trouve des insectes, quand ils sont un peu plus grands, ils adorent regarder les insectes. Ça peut vraiment aider. Donc, ça fait, si on arrive à ménager 2 heures dans la journée où ils ont juste à observer et ils n'ont pas à réfléchir sur une nouvelle acquisition, ça peut beaucoup aider. Sinon, il faut que ça passe, comme on dit. Ça passera, c'est sûr. Si c'est une régression, à part celle des 4 mois qui est très différente, c'est très passager. D'accord. Mais après, je ne pense pas que c'est dur parce que c'est, comme je dis, on sort d'une régression pour rentrer dans l'autre, hein. Est-ce que maintenant, ça te dit qu'on passe aux questions des mamans qu'on Bien a... sûr, oui. Alors, j'ai pas de montre, enfin, puisque en plus c'est mon portable que je pensais m'en servir comme pense-bête ou Ah mince, qui est ma caméra, donc je suis perdue, je sais pas bah, quelle heure il est. je peux Je te sais pas les si j'ai relire. parlé pendant 1 heure, je suis Il est désolée. 20h45. Donc oui, les questions. Oh, mon Dieu, j'arrête pas de parler, je suis Mais c'est désolée. hyper intéressant et passionnant ce Les que gens en tu dis. replay pourront accélérer ou sauter ou faire des pauses, hein. Donc oui, les questions, bien sûr, les pauvres. Alors, il y avait la question d'une maman qui est du coup maman d'un bébé de 9 mois, en cododo et en allaitement, qui se réveille plusieurs fois par nuit avec des temps d'éveil d'1 à 2 heures et qui refuse le doudou et la tétine. Hum. Qu'est-ce que tu penses de cette Euh, situation et comment est-ce qu'on pourrait l'aider? bon, alors, ça va être condensé, hein. Après, la personne peut vraiment me contacter, il n'y a pas de problème. Je peux, donc déjà, le refus de la tétine ou du doudou, euh, proposer comme c'est une tétine, c'est un objet, un truc comme ça dans la bouche. La plupart des bébés, enfin, pourquoi tu veux que je prenne ça? Ils n'ont pas de raison de l'accepter, surtout si un sein, c'est censé remplacer un sein. Un doudou, pareil. En fait, c'est quand on amène ces choses-là, il y a quand même des manières d'amener. Et souvent, il faut plusieurs essais. Les bébés peuvent choisir un doudou eux-mêmes Mhm. vers 8 mois.
Et si on veut en introduire un avant, vers 5 mois, ça prend, c'est bien autour de 5 semaines hein, avant que ce soit vraiment adopté. Donc le fait qu'il ait refusé même 10 fois quand on lui a présenté, ça ne veut pas dire euh, qu'il n'en voudra jamais avant ces 8 mois ou avant d'en choisir un. Il y a des méthodes pour introduire ces objets. Donc c'est pas un échec totalement juste parce que pour l'instant ça n'a pas marché. Mhm. Si c'est vraiment une volonté de les introduire pour se décharger peut-être ou espérer moins de réveils, c'est encore possible. Les réveils de 1 à 2 heures hors entraînement, quand le bébé n'essaie pas de s'entraîner à quelque chose, et s'il n'est pas joyeux, parce qu'il y a des réveils joyeux où il babille pendant 2 heures, alors ça, comme j'ai dit, c'est pas un problème. C'est un mythe qu'on doit dormir toujours en bloc. On se réveille, on est content 2 heures, on se rendort après. C'est pas une pathologie, ça n'influe pas la qualité du sommeil au niveau des fonctions biologiques. Si ça dérange pas, ça perturbe pas le sommeil de quelqu'un d'autre dans la chambre, on laisse. Maintenant, si on voit qu'il est pas bien, parce que peut-être que pour lui, il faudrait démarrer sa journée, donc il est vraiment dans un problème de rythme. Là, c'est typiquement, effectivement, un problème de rythme circadien souvent. Et là, je peux sortir un thème barbare, c'est la pression homéostatique. Donc, la fatigue accumulée pour qu'on dorme assez longtemps. Et là, il faut revoir le rythme en fait. Il faut revoir l'heure de coucher, il faut revoir les siestes. Et pour arriver à avoir justement à condenser ce temps d'éveil, c'est pas si facile que ça, parce que en général, il faut se forcer, entre guillemets, à faire quelque chose qui va nous aider. On a l'impression que ça va le rendre plus fatigué au début. Quand on change le rythme, forcément, ça marche pas tout de suite. Par exemple, si on veut le réveiller plus tôt, Mhm. si on a identifié le problème et qu'il faut condenser la nuit, déjà, on s'est réveillé, on a eu 2 heures de réveil la nuit en tant que parent. Et là, d'un seul coup, on demande, bah, au lieu de le réveiller à 7h30, enfin d'attendre qu'il se réveille, vous le réveillez à 6h30. Mhm. Je comprends qu'il y a des réticences. Mais ça, déjà, il y a des manières de réveiller un bébé qui soient moins désagréables. Et des fois, il faut en fait en passer par des phases où on a l'impression qu'on va encore moins dormir pendant quelques jours pour arriver à avoir des résultats. D'accord. Ça, c'est un peu le problème des solutions scientifiques. C'est que c'est ça qui donne un résultat. Même si après, ça ne prend pas toujours en compte le fait que pour y arriver, il y a un petit peu de souffrance au niveau manque de sommeil des parents. Mhm. D'accord. Donc voilà, donc là au niveau des réveils, moi, si le bébé pleure pas, s'il n'y a pas on a l'impression que ça influence pas le rythme, c'est pas ça le problème, on peut continuer après à introduire le doudou et la tétine. Par contre, oui, si c'est des réveils en pleurs et que ça marche pas, c'est une question de rythme. Et là, alors, moi, j'ai pas encore fait de post dessus, mais je connais une consultante que j'aime beaucoup ses idées, qui en a un. Je peux facilement, donc si la personne veut me contacter, là, je peux la renvoyer sur ce post qui était vraiment bien fait, D'accord. qui pourrait l'aider. D'accord, super. Mhm. Merci pour la réponse que tu as apportée. C'est très intéressante. Ensuite, il y avait une autre question. On va peut-être plutôt la garder en dernier parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur le live parce que l'autre, elle est beaucoup plus longue à répondre. Là, c'est Ah, ouais. si le bébé a mangé, a fait séro et est fatigué mais pleure sans vouloir dormir, le prendre dans les bras lui donne envie de jouer. Que faut-il faire? Alors, alors ça, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, peut-être si il pleure mais qu'il n'arrive pas à s'endormir, c'est qu'il y a il résiste pas le sommeil pour le principe de résister, c'est qu'il y a une condition qui est pas, toutes les conditions ne sont pas réunies. Donc, il faut arriver à identifier est-ce qu'on n'a pas loupé l'heure biologique du sommeil, Mhm. c'est-à-dire que l'hormone du sommeil, elle était déclenchée, bam, c'est retombé. Du coup, le corps a relancé un peu le On a métabolisme raté le chouchoutra. et donc on n'arrive plus à s'endormir. Après, peut-être que c'était l'heure, il est très très fatigué, mais il n'a pas vu sa maman assez. Mhm. Donc, il s'endormira pas parce que il a besoin de tout ça. Peut-être qu'il n'a pas été assez stimulé. Justement, il veut jouer, même s'il est crevé, c'est parce que le cerveau dit, ben, j'ai encore besoin de découvrir des choses, même si je suis crevé. Sinon, c'est perdu pour la journée. Donc, tout ça, c'est vraiment l'endormissement, c'est la réunion de plein de conditions qui se sont préparées dès le matin. Donc, c'est pour ça que si on essaie de résoudre ça que le soir, c'est presque impossible. Mhm. Si ce qui manque, c'est de la régulation sensorielle, de la stimulation, ça va être très dur de caser ça dans le rituel du soir.
Donc, si voilà, le conseil serait de justement si il a envie de jouer, c'est que peut-être il n'y a pas eu assez de stimulation et de régulation sensorielle avant. Donc, ça serait une idée de proposer des activités. Mhm. Et si voilà, si il est très très fatigué, peut-être qu'il a mangé un peu trop tard. Essayez de voir les signes de fatigue. Tout ça, c'est vraiment l'observation du bébé qui va le dire. Après, moi, je peux donner des conseils avec les observations, mais c'est toujours aux parents de sentir aussi, de connaître les signes de fatigue. Est-ce qu'il est d'une nature curieuse? Mhm. Donc peut-être qu'il n'est pas assez stimulé quand il est trop longtemps dans la poussette, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc après, je comprends, les parents veulent toujours une petite solution miracle ou s'il y avait une seule phrase qui résout tout le problème, mais c'est assez rare. Oh mon Dieu, j'ai presque plus de batterie. Je n'ai pas réfléchi. C'est après, je pense qu'on a bientôt fini, Euh, sinon on va perdre tout le monde. là, alors, il est quelle heure? Il est 20h54. Est-ce que on aborde la dernière chose qu'on voulait aborder aujourd'hui ou est-ce qu'on prévoit un autre live parce que ça peut peut-être être long, c'était sur le Terrible 2 et le sommeil. Est-ce que tu peux répéter du coup Ah, pardon. C'était sûr? Le Terrible 2, la face du nom avec mon accent anglais Ah fabuleux. oui, alors là, non, non, alors je pense que c'est très intéressant parce que c'est une vraie problématique pour beaucoup de parents. Et alors moi, comme je vous ai dit, ma fille a 2 ans, donc Euh, je- j'en ai un petit goût quand même. J'ai déjà goûté ce que ça peut être, donc je comprends très bien. Et effectivement, c'est là où beaucoup de parents sont démunis parce que euh, il y a déjà il y a quelque chose de biologique à expliquer qu'on dit à personne, que très peu de gens savent. Et il y a d'autres méthodes à appliquer parce que sinon on est très vite dans la confrontation. Avec les bébés de 2 ans, c'est assez terrible, hein. On perd ses moyens très très vite, hein. Moi qui pensais ne jamais m'énerver, et je m'étais jamais énervée quasiment jusqu'à maintenant. Il y a des jours où, en même pas une seconde, j'ai la vision de moi-même en train de m'énerver. Je me calme très vite, mais je comprends. Je comprends. Donc là, ce serait peut-être effectivement une bonne idée si on peut justement voir si les gens sont intéressés pour un autre live, Oui, parce parce qu'il que y c'est aurait très beaucoup à très dire. long. J'avais fait des notes et de développer chaque point que j'ai mis, ce serait beaucoup trop long pour Oui. maintenir un live encore. Parce que là, ça va faire Ah, 1 heure déjà, on déjà. a duré aussi longtemps. Voilà. Euh, Donc c'est qu'on n'y arriverait pas en quelques minutes, oui, hein. c'est vrai qu'on a voulu parler de beaucoup de choses. Après, il y avait je sais pas si c'est vraiment une question, mais une maman, pardon, qui a dit qu'en gros, quand elle n'est pas en capacité de prendre son enfant, elle chante. Et est-ce que ça permet d'apaiser le bébé? Alors, ça, encore une fois, ça dépend de l'âge. Quand ils sont tout petits, il faut faire attention quand on intervient la nuit parce qu'ils ont montré la voix de la maman. C'est un stimulant énorme, c'est-à-dire que ça procure de la joie Mhm. au bébé. Et du coup, c'est en fait, ils ont fait un scanner du cerveau. C'est un peu une explosion. Donc, si on veut l'apaiser, vaut mieux parler vraiment très bas et chanter. Par contre, oui, ça c'est génial. En fait, ça transforme les ondes du cerveau. Et ça, pour s'endormir, le cerveau a besoin de changer d'onde. C'est-à-dire qu'on passe d'un état de vigilance, d'hypervigilance, à un état où on accepte d'être relaxé. Et là, écouter de la musique et la voix de sa maman un peu en doux, c'est parfait. D'accord. Donc oui, c'est instinctivement, hein, beaucoup de parents trouvent en fait des choses à faire instinctivement. Quand j'ai parlé de corrégulation, il y a donc une maman sur Instagram m'avait dit c'est marrant ce que je fais, c'est quand j'arrive plus à calmer ma petite, je la déshabille, et on se colle l'une à l'autre. Et ben c'était ça instinctivement. Moi j'ai dû aller chercher dans des articles scientifiques, mais elle a tout de suite trouvé. Donc souvent si les parents savent quand même quoi faire, il faut se faire confiance. Si on peut faire ça en message de la fin aussi, faites-vous un peu plus confiance. Parce que je comprends la détresse, mais le fait de s'en remettre à une autorité, personne, pas un inconnu d'Internet comme moi ou un pédiatre, on peut vous dire on n'est pas chez vous le soir quand Mhm. votre bébé crie. Donc, si vous ne sentez pas, si on vous fait une recommandation et que vous ne le sentez pas, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas l'appliquer. C'est quand même vous qui l'expert de votre bébé. C'est ça. C'est un très Voilà. beau message. J'espère.
Du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Est-ce que tu aurais voulu rajouter Mhm. quelque chose? Non, non, non. Alors, je suis désolée si j'ai fait des envolées. Je me rends pas très bien compte parce que c'est la première fois en fait que je parle aussi longtemps du sommeil des bébés. Donc, je peux recommencer en plus concis une prochaine fois. Mais en tout cas, moi, c'était hyper intéressant euh, de beaucoup parler avec toi. Et j'espère avoir apporté quelques lumières à des parents. Et bien sûr, si certains points sont pas clairs, même si en ce moment, je réponds très volontiers aux parents qui m'écrivent en privé quand c'est des problématiques qui ne demandent pas non plus. Je vais pas passer 5 heures de mon temps à répondre parce que pour l'instant, j'ai pas assez 5 heures. Mais si je peux au moins orienter ou quand j'ai des parents qui disent est-ce que c'est ça vraiment juste dites-moi oui ou non. Bon, je dis pas oui ou non, juste, mais je peux répondre facilement, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas. Jusqu'au prochain live, en tout cas, je réponds à toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu ce soir. C'était vraiment très, très enrichissant, pardon. Comme je t'avais dit la dernière fois quand on s'était eu, c'est vraiment passionnant. Tu expliques vraiment super bien. Donc, je pense que les personnes qui nous ont écoutés ce soir, on a eu quand même un taux de rétention qui s'est stabilisé à 14-15 pendant un long moment. C'est que c'est très, très intéressant. Moi, j'aurais été contente à deux, hein, donc donc c'est super. Bah, merci à tout le monde alors Oui, merci à déjà d'être passé, d'être resté, tout ça. Et puis, bonne Et soirée. volontiers à une prochaine fois. C'est ça. Au revoir. Salut!